Le stress au travail enfin mesuré grâce à un test biologique qui pourrait aider à prévenir les burn-out et les dépressions. Les créatures mystérieuses comme Bigfoot ou le Yeti existent-elles? Le verdict de la science. Et des chercheurs de l'Abitibi-Témiscamingue s'inspirent de la nature pour mettre au point des méthodes de coupe forestière plus respectueuses de l'environnement. Bonsoir et bienvenue au Code Chastenay. Dépression, burn-out ou épuisement professionnel. Au Canada, ces maladies sont la cause numéro 1 d'absentéisme au travail. Or, les chercheurs savent maintenant que ces problèmes de santé sont dus à une exposition soutenue ou chronique au stress. Des chercheurs montréalais se sont penchés sur cet important problème de société. Ils ont mis sur pied une vaste étude incluant plus de 3000 travailleurs répartis dans 60 entreprises québécoises. Il s'agit de la plus vaste étude de ce genre jamais menée au Canada. Leur objectif, diagnostiquer le stress au travail avant qu'il ne fasse ses ravages. Bonjour, je serai absente pour les 3 prochains mois. En cas d'urgence... Oui, c'est bien au bureau de Simon. Je suis absent. Laisse un message. Bonjour, ici Stéphane. Je suis présentement en congé. Bonjour. Chaque semaine, près d'1 demi-million de Canadiens s'absentent de leur travail à cause de problèmes de santé reliés au stress. Vous pourrez laisser un message à mon adjointe Jacinthe après le Bien rejoindre la boîte vocale de Jacinthe. Les statistiques actuelles montrent que le tiers de toutes les causes d'absence pour des problèmes de santé en milieu de travail sont associées à des problèmes de santé mentale. Pierre Durand est épidémiologiste et professeur en relations industrielles. Il cherche des solutions concrètes pour vaincre l'absentéisme au travail. Flexibilité, performance et productivité sont devenues des exigences de base du marché de l'emploi. Peu importe le type de travail, les demandes sont à la hausse, année après année. Et chaque moment perdu dans la vie des gens au travail constitue une perte économique qui peut être importante. Et à partir de ceci, bien évidemment, les gens sentent la pression, sentent que la marge d'erreur est faible dans leur travail. Quand on regarde l'absentéisme au travail puis son lien potentiel avec le stress, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition à un stress chronique a été démontrée comme étant capable de mener à une dépression et ou à un épuisement professionnel. Sonia Lupien est neuropsychologue. Cette grande spécialiste du stress consacre sa vie à comprendre les mécanismes liant stress, épuisement professionnel et dépression. La dépression, ça se développe pas à travers une nuit. On ne se lève pas un matin déprimé. C'est un processus très, très chronique qui se développe dans le temps. Et c'est parfait, parce que si la dépression ou l'épuisement professionnel se développe dans le temps à cause du stress chronique, théoriquement, si on est capable de détecter les gens à risque, on peut les attraper avant qu'ils tombent. Pour qu'une situation génère dans l'organisme une réponse de stress, elle doit être nouvelle et imprévisible. Vous devez avoir l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation et cette situation-là doit être menaçante un peu pour votre personnalité. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité d'effectuer un travail correctement et ça devant vos patrons à chaque mardi matin à la machine à café. Ça, c'est une menace à l'ego et une diminution du contrôle. Vous allez produire des hormones de stress. Les situations stressantes provoquent la sécrétion de plusieurs hormones, dont les principales sont l'adrénaline, qui est bien connue et se dissipe rapidement dans l'organisme, et le cortisol, qui a des effets plus insidieux. C'est que contrairement à l'adrénaline, le cortisol a cette drôle de propriété, une fois qu'il est produit par le corps en réponse à un stress, de remonter au cerveau très rapidement. Et quand il remonte au cerveau, il y a une tendance marquée pour aller avoir des effets sur des régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage et la mémoire et la régulation des émotions. Sonia Lupien s'est fait connaître pour avoir démontré que la production élevée de cortisol avait un effet dévastateur sur le cerveau des personnes âgées. Et vous avez ici, en fait, l'image de 2 cerveaux de 2 de ces participants-là.
D'accord? À gauche, ici, vous avez le cerveau d'une personne qui produit des taux normaux, si on veut, de cortisol. Et ici, vous avez le cerveau d'une personne qui produit des taux anormalement élevés. Ce que vous voyez ici, au bout des deux flèches, c'est l'hippocampe. Et vous pouvez même le voir à l'œil nu, c'est-à-dire que la personne qui produit trop d'hormones de stress a une réduction du volume de l'hippocampe comparé à la personne qui a des taux normaux de cortisol. L'hippocampe est une petite structure cérébrale repliée sur elle-même qui fait partie du système limbique. Une réduction de la taille de l'hippocampe affecte directement la mémoire. Ça corrobore tout à fait le résultat de nos recherches en milieu de travail. Quand on examine, on questionne les travailleurs qui sont victimes, par exemple, d'épuisement professionnel, on retrouve la même symptomatologie, les mêmes symptômes chez ces travailleurs-là qui se plaignent de difficultés de concentration, perte de mémoire à court terme, difficulté à ordonner son travail, à structurer son travail, l'impression de ne pas être capable de rencontrer ses objectifs. Les effets néfastes du stress sur le cerveau étant prouvés, les chercheurs tentent maintenant d'identifier les causes du stress au travail afin de prévenir la maladie avant qu'elle ne s'installe. Malheureusement, dans notre domaine, ça n'existe pas une antibiotique contre l'épuisement professionnel. Il faut avoir des solutions, des interventions qui sont spécifiques, qui rencontrent les besoins de l'individu et de son milieu de travail. Les deux chercheurs et leur équipe ont donc uni leurs forces et entrepris la plus vaste étude épidémiologique sur le sujet, une première au pays. Dans notre étude, on va sélectionner une 60aine d'entreprises qui vont être divisées en deux groupes. Et on va sélectionner une 30aine de travailleurs dans chacune des entreprises, minimum. Ce qui va nous amener, au bout de la première année et demie de collecte de données, à avoir questionné 3000 travailleurs dans 60 entreprises différentes. Sur ces 3000 travailleurs, près de la moitié soumettent des échantillons de salive 3 fois par semaine, 5 fois par jour, afin de permettre aux chercheurs de mesurer leur niveau de cortisol, une hormone de stress qui est présente dans la salive. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? 5 fois par jour parce que votre taux d'hormone de stress, naturellement, varie en fonction de la journée. Il va être très élevé le matin, c'est ce qui fait que vous vous réveillez bien, et il va diminuer à travers la journée. Et quand on observe des dérèglements chez des gens qui souffrent de dépression ou de burn-out, par exemple, il y a des dérèglements à différents endroits de la journée. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces variations-là concordent avec ce que l'individu rapporte comme expérience de vie au travail et en dehors du travail? Pour identifier les sources de stress au travail, l'équipe de Pierre Durand soumet un questionnaire au même groupe d'employés qui se prêtent au test de cortisol dans la salive. Vous ne savez pas vous inquiéter là-dessus. Tout est confidentiel, on ne pourra pas vous identifier. Dans les questionnaires qu'on utilise, on cherche à obtenir plusieurs types d'informations. Un premier grand type, c'est de savoir comment les gens vivent leur expérience en milieu de travail. J'ai la liberté de décider comment je fais mon travail. Pas du tout. Deuxième type d'information qu'on va aller chercher, c'est de caractériser les exigences de travail auxquelles l'individu doit faire face. Par exemple, est-ce que les demandes psychologiques sont élevées? Troisième type d'information qu'on va aller chercher, ce sont des caractéristiques, par exemple, relatives à son milieu familial. Le comportement de vos enfants vous inquiète sérieusement. Faux. C'est connu que plus vous avez un bon support familial en dehors du travail, moins les effets nocifs possibles du travail vont être élevés. Ces renseignements sont ensuite compilés dans une banque de données anonyme et comparés aux tests de cortisol. C'est une étude, en fait, qui combine à la fois toutes les mesures psychologiques qu'on a, toutes les mesures organisationnelles, la structure de l'organisation, comment la gestion est faite, etc., et des mesures physiologiques.
Les tests de salive donnent une mesure objective du stress, tandis que les questionnaires permettent d'identifier les sources du stress dans le service ou la compagnie visée. C'est en croisant ces données que les spécialistes et leur équipe de recherche respectives espèrent obtenir un portrait complet et précis du stress en milieu de travail. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver en milieu de travail avec une identification des problèmes qui existent dans un milieu de travail donné, d'être capable de démontrer qu'effectivement, j'ai bien identifié les causes du problème et de proposer des solutions qui vont être réellement efficaces et là, d'avoir un impact qui est réel en milieu de travail et non pas simplement d'essayer des techniques plus ou moins éprouvées. Pour leur part, Sonia Lupien et son groupe vont utiliser les résultats de ces études afin de développer des outils diagnostiques inédits. Leur but? Anticiper et prévenir les maladies mentales liées au stress au travail. Je crois sincèrement que d'ici les 10 prochaines années, si on s'organise comme du monde, le Québec pourra être à l'avant-garde de la mise sur pied d'un outil diagnostique capable de détecter l'épuisement professionnel et la dépression bien avant qu'elle arrive. Un peu comme on peut faire maintenant avec le cholestérol, où on va vous dire « prenez soin de vous, ça va commencer à mal aller ». Véronique, si je comprends bien, on pourrait bientôt mesurer le niveau de stress avec un test biologique, un peu comme on mesure le cholestérol aujourd'hui. Bientôt, oui, bien, pas demain, mais disons de notre vivant. Enfin, c'est l'espoir de la chercheure Sonia Lupien de développer de tels tests qui pourraient peut-être être utilisés en cabinet de médecin. Votre médecin pourrait vous demander un échantillon de votre salive pour déterminer si vous êtes à risque de développer une maladie mentale comme la dépression ou le burn-out. Je me demandais, en regardant le reportage, est-ce que c'est pas redondant d'avoir à la fois la mesure du taux de cortisol et aussi des réponses à des questionnaires? Non, en fait, c'est essentiel et c'est une première. Le taux de cortisol qui est mesuré dans la salive donne une mesure qui est objective et quantifiable du stress, tandis que le questionnaire, lui, donne une mesure subjective, c'est-à-dire selon la perception de la personne qui répond au stress. Donc, les deux sont absolument complémentaires et essentiels. D'où leur est venue l'idée aux chercheurs de faire une recherche de ce genre-là? C'est une rencontre fortuite lors d'une conférence. Ces chercheurs-là se sont dit on devrait mettre nos expériences qui sont variées en commun pour comprendre mieux le phénomène du stress au travail. Et tout de suite, il y a une grande compagnie d'assurance canadienne, la Standard Life, une des plus importantes, qui a embarqué dans le projet. C'est elle, d'ailleurs, qui fournit le nom des 60 compagnies qui participent à cette grande recherche et des milliers d'employés également. Et tout ça sous le sceau de la confidentialité, il faut dire. Mais parlons-en de la confidentialité. Est-ce qu'on peut être vraiment sûr que dans une étude de ce type-là, les données sont confidentielles? Absolument, c'est très important. Sinon, l'étude pourrait être mise en péril, si ce n'était pas le cas. D'abord, il faut dire qu'au niveau légal, parce qu'on demande des échantillons biologiques aux participants, on n'a pas le droit d'utiliser ces échantillons-là dans d'autres cadres que dans le cadre d'une recherche. Mais il faut dire aussi que pour la réponse des questionnaires, c'est important aussi d'assurer la confidentialité pour que les gens répondent le plus honnêtement possible. Alors, comment ils font? Ils codifient les réponses et ils les entrent dans une grande banque de données qui est dépersonnalisée, si vous voulez. Donc, ce n'est pas en fait les individus qu'on vise, mais c'est vraiment des situations de stress chronique au travail, dans l'organisation du travail. C'est vraiment ça qu'on cherche. Effectivement, on essaie de dépister, si vous voulez, des épidémies en milieu de travail pour pouvoir avoir de meilleures interventions et éventuellement diminuer le taux d'absentéisme au travail. Et nous serons tous plus calmes au travail à partir de là. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Véronique, est-ce que vous savez ce que c'est la cryptozoologie? Zoologie des animaux, crypto cachés, je crois. La cryptozoologie, c'est l'étude des cryptides, les animaux dont on n'a pas encore prouvé l'existence, comme Bigfoot, le monstre du Loch Ness ou même, tout près de chez nous, Memphrey. Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les animaux mystérieux après la pause.
Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, ces créatures mystérieuses sont-elles uniquement le fruit de notre imagination ou est-ce que la science peut être mise à profit pour prouver leur existence? C'est la question que nous posons à Noémie Mercier, qui va, j'espère, nous donner l'heure juste. Noémie, dites-moi, est-ce que je me trompe ou est-ce que tous les peuples ont leur version du Yeti? Absolument. Aux États-Unis, donc cette espèce de grosse bête qui est à mi-chemin entre l'homme et le singe. Bon, le Yeti, c'est dans l'Himalaya, mais dans l'Ouest canadien, on va plutôt parler du Sasquatch. Et le Bigfoot, c'est plutôt aux États-Unis. C'est un petit peu la même chose pour les monstres marins. On connaît très bien celui du Loch Ness, mais tout près de chez nous, on a notre propre monstre en Estrie, dans le lac Memphremagog. C'est le célèbre Memphré. C'est le célèbre Memphré, une espèce de serpent à bosse qui a été observé plus de 200 fois depuis le 19e siècle, croyez-le ou non. C'est pas rien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de spécimen d'aucune de ces créatures-là, ce qui est assez essentiel pour identifier une nouvelle espèce. On n'a pas de corps, on n'a pas d'ossements ou de vieilles carcasses de Sasquatch ou de Memphré, qu'est-ce qu'on a? etc. Tout ce qu'on a, ce sont des témoignages de gens qui ont dit avoir vu la créature ou l'avoir entendue. On a des photos ou des vidéos floues, on a des empreintes controversées, mais rien de ça n'est suffisant pour affirmer que ces animaux-là existent. Puis, ce qui se passe souvent, c'est que les gens peuvent très facilement mal interpréter ce qu'ils voient. Donc, dans le Loch Ness, par exemple, qui est un lac en Écosse, bien, il y a des arbres morts qui flottent là-dedans. On sait aussi qu'il y a des phoques dans le lac. Ah bon? Des illusions d'optique, simplement à la surface de l'eau, peuvent semer la confusion. Et il faut dire aussi qu'il y a régulièrement des petits comiques qui montrent des supercheries avec des fausses empreintes puis des fausses photos. Donc, ça n'aide pas la cause. Alors, est-ce que les scientifiques peuvent utiliser ce genre de témoignages ou est-ce qu'ils rejettent tout ça du revers de la main? Bien, il faut dire que la cryptozoologie, qui est l'étude des animaux dont on n'a pas encore prouvé l'existence, n'a pas encore sa place parmi les disciplines scientifiques reconnues. Mais les cryptozoologues font remarquer que c'est quand même comme ça qu'on a découvert de nombreuses espèces d'animaux, c'est-à-dire des créatures qui étaient connues des populations locales, qui figuraient dans leur folklore, mais auxquelles les scientifiques ne croyaient pas. Est-ce que vous avez un exemple? Bien, le gorille, par exemple, c'était le Yeti du 19e siècle. Ah bon? Jusqu'à ce qu'on le découvre officiellement en 1847. On peut dire la même chose du panda, de l'ornithorynque. Donc, ça, ce sont des exemples qui datent. Et l'ornithorynque, c'est un animal particulièrement difficile à croire, même quand on le voit. Absolument. Mais il y a aussi des exemples très récents. Il y a à peine 5 ans, on a découvert une nouvelle espèce de singe en Tanzanie en se basant justement sur des témoignages, sur des photos et sur des enregistrements des cris du singe. Donc, c'est vraiment de la zoologie basée sur des contes et des légendes. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour faire de la cryptozoologie? Bien, les généticiens, croyez-le ou non, pourraient faire des pas de géant à la cryptozoologie grâce aux tests d'ADN. Et il y a quelques cas récents où on a soumis des échantillons mystérieux, comme des poils, à des tests d'ADN. Il y a eu un cas récent au Canada, en 2005. Un groupe de résidents dans un tout petit village au Yukon ont cru apercevoir par la fenêtre une bébite poilue qui marchait... Peut-être le Sasquatch? Bien, c'est ça. Ils se sont dit, c'est le Sasquatch. Le lendemain, ils ont trouvé une empreinte sur les lieux, une touffe de poils. Et donc, ça fait les manchettes et tout ça. Et il y a un généticien de l'Université de l'Alberta, Dave Coltman, qui se porte alors volontaire pour séquencer l'ADN de ces poils-là. L'idée étant, bien sûr, de voir s'il s'agit d'une espèce déjà répertoriée, d'une espèce inconnue ou tout simplement d'une touffe de cheveux humains. Mais là, Noémie, on est pendu à vos lèvres. Qu'est-ce qu'il a trouvé au juste? Bien, l'ADN des poils concordait à 100 % avec l'ADN du bison. Ah ben zut! Alors, notre chercheur conclut que c'est simplement un bison qui est passé sur le terrain de ces gens-là. Mais il y a aussi une autre possibilité. Il a remarqué que ça a été très difficile d'extraire l'ADN des poils en question, alors que, habituellement, c'est une procédure très, très facile. Et qu'est-ce que ça lui dit? Bien, ça lui dit que peut-être que c'était un manteau ou un tapis en bison. Pas vrai. Oui! Et donc, le poil aurait été traité, ce qui peut endommager l'ADN. Alors, lui, autrement dit, en regardant l'ADN, il conclut que c'est quelqu'un qui s'est promené dehors avec une peau de bison sur le dos pour se faire passer pour Sasquatch. Et il y a d'autres cas du même genre qui sont à suivre. En ce moment même, il y a des poils de Yeti qui ont été trouvés en Inde et qui subissent actuellement des tests d'ADN dans un laboratoire britannique. Et on attend les résultats impatiemment. Vous reviendrez nous en parler dans le cadre d'une autre chronique. Merci beaucoup, Noémie. Je vous en prie. Au retour, un passionné construit de ses mains des reproductions d'instruments scientifiques du passé qui sont de véritables œuvres d'art. Sa collection de cadrans solaires, boussoles, télescopes et astrolabes est unique en Amérique du Nord.
Pour se repérer et retrouver son chemin, nous disposons aujourd'hui d'instruments extrêmement précis, comme le GPS. Mais voici l'ancêtre du GPS, le sextant, utilisé pendant des siècles pour connaître sa position sur le globe en mesurant la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. À Drummondville, un passionné d'astronomie et d'histoire construit de ses propres mains des sextants et d'autres instruments scientifiques des 16e et 17e siècles pour le simple plaisir de bricoler et l'émerveillement d'admirer le ciel à travers ses propres instruments. Ma passion en astronomie, c'est une passion qui s'est vite avérée, associée à l'histoire de l'astronomie. Puis cette histoire-là de l'astronomie, c'est l'histoire des instruments. En réalité, c'est l'histoire de tous ces astronomes qui ont fait de l'astronomie en créant des instruments. Des instruments, on n'en trouve pas. À partir du moment où on ne peut pas en trouver, j'ai décidé de m'en fabriquer. Réal Manceau, je suis de Drummondville, je suis astronome amateur depuis une trentaine d'années. Je ne suis pas un inventeur. Je suis un copieur, si on veut, d'instruments dans les livres. Je prends la photo dans le livre ou dans la revue, je me fais des photocopies, j'essaie de trouver tous les fonctions mathématiques qui ont été mises sur l'instrument. Quand m'avoir fait mon plan, à ce moment-là, j'inclus sur le plan tous les paramètres que j'ai besoin pour faire cet instrument-là. Les plans, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, dépendant de l'instrument. Un exemple, mon tellurium, juste faire les plans, j'ai travaillé quelque chose comme 6 mois là-dessus. 6 mois à faire des plans, des croquis. C'est 14 pages de plans. À un bon moment donné, je commence à regarder dans mon stock de mécanique, là, de laiton, de bois. Tiens, si je ferais ça avec ça, ça et ça. Puis j'arrive à construire l'instrument de cette manière-là. Mon premier instrument que j'ai fabriqué, le tout a commencé en 1973. J'étais membre à ce moment-là de la Société d'astronomie de Montréal. Je me suis acheté un livre qui s'appelle All About Telescope, c'est en anglais. Ce qu'il y avait là-dedans, il y avait des plans pour construire un télescope. Ça a été toute la base quand j'ai construit mon télescope. Je l'ai construit de 73 à 75 à peu près, pendant 3 ans. Le 8 décembre 1976, je l'ai entré dans mon observatoire. J'ai observé un objet qui s'appelle Messier 57, c'est une nébuleuse planétaire. T'as les larmes à l'œil. C'est de toute beauté. C'est d'avoir réalisé un télescope, d'avoir maîtrisé le miroir, toutes les pièces du télescope pour arriver à avoir une lumière qui entre dans ton œil. Pour moi, là, c'était grandiose. Dans notre famille, les Manceau, en tout cas, c'était des artisans. La plupart, des bricoleurs, des artisans, des travailleurs en mécanique, en menuiserie. Puis je crois bien que j'ai hérité de cette facette-là de la famille. Puis au lieu de simplement faire des balcons, des perrons ou des maisons, bien, je lui ai dit, on va faire d'autres choses. On va faire des instruments. C'est plaisant d'être capable de réaliser un instrument, autant comme une sphère armillaire qui associe le bois et le laiton. Une sphère armillaire, c'est tous des bracelets qui représentent des cercles dans le ciel. Puis ils ont des noms, ces cercles-là. C'est le tropique du Cancer, du Capricorne, la ligne de l'écliptique, la bande du zodiaque, où sont toutes distribuées les constellations du zodiaque. Donc, la sphère armillaire, il s'en servait quand il naviguait, c'est qu'il pointait avec un petit curseur, puis il disait « Sur le globe terrestre, on est rendu à peu près à telle place. » Les horloges de berger, c'est le nom poétique, c'est les bergers qui s'en servent, surtout au Mexique, au Pérou, qui se portaient à la ceinture comme horloge de berger.
Le style, si on veut, du cadran solaire leur servait de couteau pour dépecer leur nourriture. Puis aujourd'hui, des cadrans de berger nous servent à donner l'heure, mais ça donne pas l'heure de précision. Ça donne l'heure plus ou moins 10-15 minutes près. Le tellurium lunarium, ça ressemble un peu à un planétaire, si on veut. Dans le cas du tellurium, il y a la Terre, qui se dit Tella en latin, et lunarium, c'est la Lune. C'est un instrument Terre-Lune. L'instrument que je suis le plus fier, c'est ma sphère armillaire de Ptolémée-Copernic. J'ai réussi à inclure les deux systèmes du monde dans la même sphère. C'est ça qui est spécial. Une sphère de Ptolémée, c'est la Terre qui est le centre du monde. À partir de 1450, quand Copernic est arrivé, il a dit c'est plus la Terre qui est au centre du monde, c'est le Soleil qui est au centre du monde. La Terre, c'est une petite boule qui tourne autour avec les planètes. Et dans la sphère de Ptolémée-Copernic, j'ai les deux sphères qui sont dans la même. À tous les fois, je faisais un instrument puis je le décrivais dans les articles. Je citais en bas, si quelqu'un se fabrique une sphère armillaire ou un cadran solaire, envoyez-moi un message ou une photo. J'aimerais ça correspondre avec vous autres. J'ai jamais eu. Je me sens un petit peu tout seul dans mon groupe. Que vous voulez, je pense qu'il manque de mécanique et de menuiserie dans les astronomes amateurs. Ils ont peut-être la passion de l'astronomie, mais ils n'ont pas ces deux facettes-là. Mais c'est un investissement quand même, là, avec le temps, ça finit que... Mais il faut que tu aimes ça. C'est une affaire d'amour, de passion, là. On retrouve les instruments de Réal Manceau dans plusieurs musées du Québec, mais aussi chez des particuliers. D'ailleurs, certains collectionneurs n'hésitent pas à débourser de fortes sommes pour acquérir certaines de ces pièces. C'est le cas de la fameuse sphère armillaire de Ptolémée-Copernic qu'on a vue dans le reportage et pour laquelle un collectionneur lui a offert 35 000 $. Offre que Réal Manceau a refusée, l'instrument, unique au monde, étant beaucoup trop précieux à ses yeux. Après la pause, des chercheurs de l'Abitibi-Témiscamingue mettent au point de nouvelles méthodes de coupe forestière qui protégeront mieux nos forêts à long terme. Des méthodes étonnantes qui s'inspirent de la nature avec ses feux de forêt et ses infestations d'insectes. On songe rarement aux feux de forêt et aux infestations d'insectes comme pouvant être bénéfiques à nos forêts. Et pourtant, malgré ces catastrophes, la forêt québécoise survit et se régénère de façon saine et durable. Alors, si la nature fait si bien les choses, pourquoi ne pas l'imiter? Des chercheurs de l'Abitibi-Témiscamingue tentent donc de reproduire les effets de ces catastrophes naturelles grâce à de nouvelles méthodes de coupe forestière. Cette approche, qu'on appelle l'aménagement écosystémique, intéresse de plus en plus le gouvernement du Québec, qui songe même à l'imposer sur la majeure partie du territoire québécois. Au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, au nord de Rouyn-Noranda, une forêt vierge, intouchée par l'homme, avec ses arbres millénaires. Cette forêt ancienne a su maintenir au cours des siècles l'équilibre de ses populations animales et végétales. Malgré les infestations d'insectes et les catastrophes naturelles comme les grands feux, elle a survécu aux agressions et s'est adaptée. Quel enseignement peut-on tirer de cette forêt afin d'améliorer les techniques de gestion forestière? Les forêts ont quelque chose à nous apprendre parce que c'est un milieu de vie naturel avec beaucoup d'espèces qui cohabitent les unes avec les autres. Yves Bergeron est un pionnier de l'écologie forestière au Québec. Son but, s'inspirer de la nature pour améliorer les méthodes de coupe forestière. C'est ce qu'on appelle l'aménagement écosystémique. L'aménagement écosystémique, c'est tout simplement d'essayer de s'inspirer de la nature pour moduler nos pratiques forestières de telle façon à se rapprocher le plus possible de la nature. Prendre la nature comme modèle, c'est l'idée à la fois humble et révolutionnaire des chercheurs.
Les scientifiques tentent en quelque sorte d'évaluer les effets des ravages causés par la nature et de les comparer aux effets des coupes faites par l'homme. Ils cherchent à réduire l'écart entre la façon dont les forêts naissent et meurent naturellement et la manière dont se produisent les coupes industrielles. L'industrie forestière québécoise est en crise. Pour trouver suffisamment de bois, elle doit aller de plus en plus loin et couper des arbres de plus en plus jeunes. Les méthodes actuelles, loin de la dynamique naturelle des forêts, sont remises en question. Actuellement, on ne fait que de la coupe totale en forêt boréale. On fait très peu de coupes partielles ou de coupes sélectives. Le gouvernement du Québec a proposé en 2008 que l'aménagement écosystémique soit appliqué sur 70 % de son territoire. C'est un bouleversement des façons de faire. La forêt d'enseignement du lac du Parquet est la forêt d'études des scientifiques, un territoire de 80 km² au nord de Rouyn-Noranda dédié à la recherche sur l'aménagement écosystémique. Un quart de la forêt est vierge et sert de référence. Le reste permet aux chercheurs de tester différentes méthodes d'aménagement forestier. Hugo Asselin est chercheur en écologie forestière. Il a retracé l'histoire des feux de forêt afin de mieux comprendre comment les forêts meurent et se régénèrent après les incendies. La reconstitution de la dynamique forestière au cours des siècles ou des millénaires qui ont précédé nous permet en fait de connaître plusieurs aspects importants de la dynamique forestière qu'on peut ensuite appliquer dans l'aménagement forestier. Depuis des millénaires, les forêts ont toujours survécu et maintenu leur équilibre malgré les nombreux incendies. Les chercheurs veulent donc comprendre le rythme et la manière dont les feux s'attaquent aux forêts afin que les coupes industrielles puissent reproduire les façons de faire de ces incendies naturels. La perturbation naturelle la plus importante, c'était les feux de forêt. Fait que si on regarde comment les feux de forêt recréaient les forêts, les régénéraient, puis qu'on s'inspire de ça pour voir comment nous, on peut les exploiter, bien là, c'est ça qu'on peut voir au niveau de l'aménagement écosystémique. Pour répertorier les incendies à travers les âges, les spécialistes cherchent des traces laissées par les feux dans les cernes des arbres. Si on peut dater la cicatrice de feu en comptant les cernes de croissance qui se sont accumulées depuis cette cicatrice, on peut dater le feu. Sur le terrain, ils observent les fonds de lacs et de tourbières, à la recherche de charbon de bois, des restes d'incendie. On voit, il y a peut-être des couches de charbon au contact de la sphène puis de la matière plus décomposée ici. Ça, c'est du charbon, c'est noir. Généralement, les sédiments sont stratifiés, c'est-à-dire que plus on va en profondeur, plus c'est des sédiments qui sont anciens. On peut dater les sédiments, en général, avec des techniques comme le carbone 14. Ça nous permet de savoir quel âge ont les sédiments auxquels on s'intéresse. En laboratoire, ils comptent les graines de charbon et mesurent leur volume et leur masse. Ils peuvent même identifier les espèces d'arbres qui ont brûlé. C'est-à-dire qu'on peut savoir quelle espèce de bois a produit ces charbons-là. De l'épinette, des éricacées comme le bleuet, du bouleau, peu importe. Alors on peut connaître donc la composition des forêts qui ont brûlé. Les scientifiques ont retracé l'histoire complète des incendies de la région depuis plus de 8000 ans. Leurs conclusions font frémir. La différence la plus grande qu'on peut voir entre la façon dont on exploite la forêt boréale et ce que la nature faisait, c'est probablement le taux de coupe. On enlève tous les arbres à un taux qui est presque 2 fois plus élevé que ce que les feux faisaient. Selon ces études, les forêts naturelles sont détruites en moyenne aux 150 ans. Les forêts exploitées le sont aux 70 ans. Les coupes actuelles détruisent donc les forêts 2 fois plus rapidement que les feux. Ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de forêts de plus de 70 ou de plus de 100 ans.
Et ces forêts-là sont des forêts qui sont importantes pour le maintien de la diversité biologique. Après les feux, les épidémies de tordeuses de bourgeons d'épinette représentent le deuxième tueur de la forêt boréale. Un fléau qui s'attaque surtout aux pins et aux épinettes dans les forêts les plus anciennes. Encore une fois, il faut retracer l'histoire de ces infestations pour voir comment et à quelle fréquence ces insectes ravagent les forêts. On peut se servir d'indicateurs qui sont enfouis dans les sols, un peu comme les charbons. On va utiliser les capsules céphaliques de la larve de la tordeuse. C'est comme une espèce de casque que l'insecte a sur la tête et qui tombe lorsque l'insecte mue ou meurt. Et lorsqu'il y en a beaucoup, ça veut dire, de toute évidence, qu'il y a eu une épidémie. C'est quand même une perturbation assez importante. Donc, il y a des coupes où on va prélever une bonne partie des arbres qui recréent cette perturbation-là. Même s'ils sont loin de connaître tous les secrets des forêts naturelles, les chercheurs tentent déjà d'appliquer ce qu'ils ont appris à la forêt expérimentale du lac du Parquet. Ils reproduisent, par des coupes dans la forêt aménagée, les ravages causés naturellement par les feux de forêt et les épidémies. Les chercheurs misent en fait sur une caractéristique clé de la forêt boréale. Après un incendie, les feuillus sont les premiers à coloniser le territoire. Ensuite, à l'âge adulte, la forêt devient mixte, un mélange de feuillus et de conifères. Puis, vers l'âge de 175 ans, la vieille forêt est principalement peuplée de conifères. Selon les études d'Yves Bergeron, les proportions de ces trois types de forêts n'ont pas changé depuis 2000 ans dans la forêt boréale. Le paysage, dans son ensemble, il comporte un pourcentage de forêts feuillues, un pourcentage de forêts mixtes et un pourcentage de forêts résineuses. Et ça, c'est comme ça depuis des milliers d'années. Les chercheurs vont tenter de préserver ces proportions par différents types de coupes dans leur forêt expérimentale, en plus de respecter le rythme de destruction naturelle par le feu et les insectes. Après de multiples essais et erreurs, ils en sont arrivés à une méthode très précise d'exploitation. Ils vont d'abord laisser croître des jeunes forêts de feuillus pendant plusieurs décennies. La moitié de ces jeunes forêts sera coupée pour simuler les effets des incendies. Lorsque le reste de la forêt sera devenu adulte, d'autres coupes partielles seront faites. Enfin, dans la vieille forêt, le tiers des arbres sera coupé pour simuler les ravages des épidémies d'insectes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de la coupe partielle, on laisse des arbres derrière. Donc, ça prend beaucoup moins de temps avant que la forêt redevienne une forêt qu'on peut exploiter. Même si on peut prétendre un jour aménager les forêts selon les principes écosystémiques, il sera toujours nécessaire de conserver des forêts vierges, intouchées. On aura toujours besoin de forêts naturelles, je pense, pour deux raisons. Une première, c'est une raison éthique. Mais on en a aussi besoin pour l'aménagement écosystémique, parce que c'est ça qui nous donne le modèle ou le plan d'architecte pour faire l'aménagement forestier. Binan, on l'a mentionné dans votre reportage, mais de toute façon, ça fait la manchette régulièrement. L'industrie forestière va mal. Alors, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour introduire de nouvelles méthodes de coupe forestière? En tout cas, c'est ce que croit le gouvernement du Québec dans son fameux livre vert qui a été déposé en février 2008, qui est sa liste d'intentions en matière d'aménagement forestier. Il propose que 70 à 80 % des forêts soient aménagées de façon écosystémique. Bien sûr, pour le moment, ce ne sont que des recommandations, mais on devrait avoir un projet de loi ce printemps pour asseoir tout ça. Est-ce que vous croyez, Binan, que les recommandations des chercheurs vont être suivies à la lettre? Probablement pas, selon les chercheurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs. On sait que c'est une situation très complexe. Il y a les industries, il y a les Autochtones, il y a les questions de rendement, etc. Donc, il va y avoir probablement des négociations très serrées autour des propositions des chercheurs. On l'imagine. Par exemple, les chercheurs ont conclu que 30 % du territoire devait être des forêts anciennes, donc ces forêts devraient être préservées pour vraiment imiter la nature. Ça se peut qu'on n'en préserve que 25 %, mais ce serait déjà pas mal mieux que ce qui se fait en ce moment. En effet. On a vu dans le reportage à quel point les chercheurs s'inspirent de la nature
en étudiant la croissance et la destruction naturelle des forêts. Mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses que la forêt québécoise peut nous apprendre. Oui, ce qu'on a vu dans le reportage, c'est un premier pas. Donc, on veut de plus en plus imiter la nature progressivement, petit pas par petit pas. Donc, par exemple, quand on veut imiter les incendies, on ne veut pas seulement couper les forêts, mais on veut reproduire les propriétés physico-chimiques. Par exemple, quand un feu brûle une forêt, il relâche beaucoup de nutriments dans le sol et il nourrit donc le sol. Donc, on veut imiter ces propriétés en faisant, par exemple, des brûlages dirigés. Il y a aussi les bois morts. C'est très important, les bois morts dans les forêts vierges. C'est des habitats naturels très importants pour toute une biodiversité. Donc, les chercheurs proposent déjà de laisser des petits groupes d'arbres après les coupes qui vont naturellement mourir et faire du bois mort. Et c'est très, très simple à appliquer. Ce serait une des premières mesures applicables par l'industrie forestière, mais aussi les chercheurs un peu partout au Québec continuent d'étudier plein d'autres phénomènes naturels, par exemple, comme les rafales de vent, et j'en passe. Donc, encore beaucoup de travail pour les chercheurs. Oui, et espérons que l'industrie forestière les entendra. Merci beaucoup, Binan. Je vous en prie. Alors, nous accueillons Pascal Forgette pour le début de sa chronique Planète Science. Pascal, je constate que vous ne portez pas vos lunettes aujourd'hui. Est-ce que c'est une mise en scène ou vous entraînez des nouveaux verres de contact? C'est évidemment une mise en scène. Je porte des verres de contact pour corriger ma myopie, mais des chercheurs du University of California School of Medicine à Davis, aux États-Unis, travaillent sur des verres de contact qui pourraient prévenir et corriger le glaucome, une maladie qui est causée par une augmentation anormale de la pression de l'œil. Donc, c'est ça qu'on voit à l'écran en ce moment? C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est des lentilles qui sont faites de polydiméthylsiloxane, un composé souple à base de silicone, sur lequel on dépose une mince couche de poudre d'argent. Ça permet de créer des circuits électroniques qui transforment le verre de contact en détecteur de pression de l'œil. Et ce sont ces circuits qui mesurent la pression de l'œil de façon constante? Exactement. Cette information-là peut être transmise et analysée à un ordinateur, ce qui va faciliter le diagnostic et le traitement que le médecin va donner au patient. Et ça va aider à comprendre le glaucome, qui est la deuxième cause de cécité dans le monde. Binan, est-ce que ça vous convaincrait de troquer vos lunettes contre des verres de contact? J'ai déjà des verres de contact et pour cela, je vais attendre un petit peu les recherches. Pascal, dans la suite de votre chronique, il sera question de quoi? Il va être question de reins, de cerveau et de cœur. Une tournée du corps humain avec Pascal Forgette dans 3 minutes. Alors, nous retrouvons cette semaine encore avec plaisir Pascal Forgette, le Marcus Welby de la Planète Science ou le Dr House pour les plus jeunes, avec cette semaine des nouvelles médicales. Et on commence avec un truc absolument étonnant. Le nombre de cas de pierre au rein pourrait augmenter à cause des changements climatiques. Il doit y avoir un lien. J'ai très hâte de l'entendre. Il y a un lien. Regardez à l'écran, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une pierre au rein. C'est une pierre au rein? C'est une pierre au rein. Énorme. Qui fait 8 mm. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que ceux qui se disent que l'environnement, c'est pas un problème, ça affecte les animaux, la nature, mais pas eux, pourraient souffrir de pierre au rein parce que d'ici 2050, en raison du réchauffement de la planète, il pourrait y avoir 2 millions de cas de pierre au rein de plus aux États-Unis. Mais là, on se demande tous... Comment? C'est quoi le lien? Dans une étude faite à Dallas, aux États-Unis, on a démontré que les gens qui vivent dans le sud-est des États-Unis ont 50 plus de chances de souffrir de pierre au rein que dans le nord-est des États-Unis. Les pierres au rein sont causées par des cristaux, des minéraux qui se cristallisent, des minéraux qui sont dans l'urine, et la déshydratation, c'est le principal facteur de risque pour les pierres au rein. Mais donc, nous, au Québec, qui vivons un peu plus au nord, on va quand même être affectés par les changements climatiques. Donc, le nombre de cas de pierre au rein va augmenter ici aussi. Devrait augmenter au Québec aussi. On espère que ça va être dans une moindre mesure parce qu'il devrait faire un peu plus frais au Québec. Sauf que les chercheurs continuent leur recherche afin de trouver le lien entre le réchauffement de la température ambiante, la déshydratation et la formation de pierre au rein, la concentration de l'urine. On étudie vraiment n'importe quoi. On étudie vraiment. C'est la science en marche. Et parlant de marché, il semblerait que les opérations au cerveau vont devenir de plus en plus banales et qu'on pourrait même un jour être opéré au cerveau et rentrer chez soi le jour même, ce qui me paraît, moi, un peu risqué. Oui, et des chercheurs français, pourtant, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, ont réussi quelque chose, une première médicale qui me fascine absolument. On a réussi à faire une opération sur une tumeur au cerveau et le patient est rentré chez lui le soir même. Avec un immense bandage autour de la tête? Non, c'était un tout petit bandage parce que l'opération demande seulement
un trou de 3 mm dans le crâne, juste assez pour passer quelques fibres optiques qu'on positionne précisément avec de l'imagerie par résonance magnétique. Une fois que les fibres optiques sont en place, on fait une simulation par ordinateur. Une fois que c'est fait, on appuie sur un bouton et zap, un rayon laser est projeté par les fibres optiques et ça détruit la tumeur. Mais il faut que ce soit extrêmement précis. C'est une opération hyper délicate. C'est une opération hyper délicate. La puissance des lasers est contrôlée en temps réel grâce à l'imagerie par résonance magnétique. L'opération prend moins de 2 minutes. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ça demande uniquement une anesthésie locale. Donc, le patient est conscient pendant toute l'opération et ça lui évite les effets secondaires d'une anesthésie générale. Mais je me demande de quoi on parle avec son chirurgien qui nous opère dans le cerveau. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Enfin, du cerveau, on passe à un autre organe très important, le cœur. On aurait trouvé une façon de rendre plus sécuritaires les implants cardiaques. On a fait ça comment? Bien, les implants modernes médicaux sont de plus en plus reliés sans fil à leur moniteur. C'est vraiment tout petit, hein? Ça, c'est un stimulateur cardiaque, mais il y a aussi d'autres types d'implants. Et le beau problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre l'appareil de mesure ou l'appareil de contrôle et l'implant. Si on fait un ajustement sur un implant, on ne veut pas que l'implant du patient d'à côté soit modifié aussi. Ça peut être assez funeste comme résultat. C'est assez dangereux. Mais on fait ça comment? J'imagine qu'on utilise des mots de passe comme pour nos ordinateurs personnels. Oui, mais imaginez s'il y a beaucoup d'implants, par exemple, dans un hôpital, il y a beaucoup de mots de passe à gérer pour beaucoup d'implants et il faut le trouver rapidement. Et si on le perd ou on le trouve pas rapidement, bien, pour un implant médical, ça peut être un beau problème pour le patient. Ça peut être assez problématique, mais j'imagine que les chercheurs ont trouvé une solution élégante au problème. Et oui, des chercheurs chinois proposent d'utiliser le rythme cardiaque qui est propre à chaque individu comme mot de passe pour établir le lien entre l'appareil de mesure et l'instrument de contrôle ou de mesure. Mais si le mot de passe ou si le rythme cardiaque change en cours d'opération, est-ce que ça bousille tout le truc? Non, au contraire, si le rythme cardiaque change, le mot de passe change en temps réel, ce qui est encore plus sécuritaire parce qu'on ne peut pas utiliser un vieil enregistrement du rythme cardiaque pour tenter de tromper l'appareil. Évidemment, on parle d'un cas hypothétique. Mais donc, c'est la solution la plus simple qui est toujours la meilleure, encore une fois. Merci pour toutes ces informations, Pascal. Merci. Les chercheurs et les chercheuses du Québec sont en vedette tous les jours sur le site Internet du Code Chastenay. À travers des entrevues, ils vous parlent de leur carrière, de leur passion et de leurs rêves. Venez les rencontrer. Au nom de toute l'équipe du Code Chastenay, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.